La ceinture bleue, le combat de l'eau au Burkina Faso. La sécheresse persistait depuis maintenant 3 longues années au Burkina Faso. La terre était craquelée, les champs abandonnés, et les rivières, autrefois nourricières, s'étaient réduites à de maigres filets d'eau. Dans les villages asséchés, les habitants n'avaient d'autre choix que de fuir vers les grandes villes, espérant y trouver des conditions meilleures. Mais Ouagadougou, la capitale, croulait déjà sous la pression. Les manifestations devenaient quotidiennes et les cris résonnaient sur la place centrale. Nous voulons de l'eau. Face à cette crise grandissante, le gouvernement d'Ibrahim Traoré vacillait. Le président, souvent silencieux mais lucide, observait depuis les fenêtres de son palais les foules agitées. Il savait que le pays se trouvait à un tournant décisif. Les tensions hydriques étaient devenues des foyers de discorde politique. Des rapports confidentiels faisaient état d'un projet secret, un coup d'État en préparation, baptisé Watercoup, dirigé par des puissances étrangères, dont la France et les États-Unis. Pourtant, ce que peu de personnes savaient, c'était que Traoré et un groupe d'ingénieurs formés en Chine travaillaient depuis des années sur un plan audacieux, presque utopique, le projet Ceinture Bleue. Un projet qui pourrait bouleverser non seulement le destin du Burkina Faso, mais celui de toute l'Afrique de l'Ouest. Ce jour-là, le ministre de la Défense, Ourago, lui apporta des nouvelles inquiétantes. 5 villes du Nord avaient été totalement abandonnées. Les habitants fuyaient en masse vers la capitale ou vers les frontières du Mali. Mais là aussi, la situation n'était pas meilleure. Le Mali, mieux loti grâce au fleuve Niger, avait fermé ses frontières, incapable d'accueillir plus de réfugiés. L'exploitation de l'eau était devenue un marché lucratif. Aqua Global, une multinationale basée en Europe, avait augmenté ses prix encore une fois. Désormais, un litre d'eau valait plus qu'un litre de carburant. Mais ce n'était pas tout. Il n'acceptait que des paiements en devises étrangères, une humiliation de plus pour une population déjà à genoux. Ils ne vendent pas de l'eau, gronda Traoré. Ils achètent notre soumission, goutte après goutte. La pression médiatique s'intensifiait. CNN, BBC, France 24 multipliaient les reportages accablants, dénonçant la défaillance du gouvernement. L'opposition, quant à elle, utilisait ces mêmes canaux pour appeler à l'intervention internationale. À Paris, un ancien ministre burkinabé appelait ouvertement à renverser le régime en place. Ce climat pesant fut soudain perturbé par une annonce inattendue. Le docteur Zeta, jeune ingénieur géologue, demandait à voir le président en urgence. Il faisait allusion à la ceinture bleue. Cela alerta immédiatement les conseillers présents. Seuls quelques initiés connaissaient ce projet top secret. Zeta entra, confiant, tenant une tablette numérique. Il montra au président une modélisation 3D spectaculaire. Sous le désert, à environ 400 mètres de profondeur, se trouvait un gigantesque réservoir d'eau fossile, vestige de la dernière ère glaciaire. Selon les calculs, il contenait près de 500 milliards de mètres cubes d'eau, de quoi subvenir aux besoins en eau du pays pendant un siècle. Traoré comprit l'ampleur de cette révélation. Si ce projet voyait le jour, il changerait tout. Cette nuit-là, dans une salle souterraine protégée contre toute surveillance, il réunit ses plus proches collaborateurs. Le docteur Zeta, Sankura, des services de renseignement, le ministre de la Défense, Ouedraogo, et le ministre de l'Économie, Dio. Les discussions furent techniques, intenses. L'exploitation de la nappe phréatique était possible, mais coûteuse. Il faudrait au moins 2 milliards de dollars pour la première phase. Le budget national ne le permettait pas et les bailleurs de fonds traditionnels, comme la Banque mondiale ou le FMI, n'étaient pas enclins à accorder de nouveaux prêts. L'option chinoise fut évoquée, mais risquée,
Pékin ne voudrait pas d'un conflit ouvert avec Paris. Plus grave encore, une grande partie de cette nappe s'étendait également sous le Mali. Traoré comprit alors que ce projet ne pouvait pas être burkinabé uniquement. Il devait devenir régional. Il proposa alors un plan audacieux, une alliance inédite entre pays sahéliens, Niger, Mali, Tchad, Sénégal, tous confrontés à la même crise hydrique et tous désireux de se libérer de la tutelle occidentale. Cette initiative serait plus qu'un projet d'ingénierie. Ce serait un acte politique, une révolution silencieuse. L'objectif, coopérer d'abord sur le plan technique, établir un plan de financement commun, puis réunir les dirigeants concernés. En parallèle, le gouvernement burkinabé mettrait en place des mesures provisoires pour soulager la population. Pendant ce temps, à Paris, Philippe Dubois, chef du bureau Afrique, recevait un rapport troublant. Un signal avait été émis depuis la salle sécurisée sous le palais présidentiel. Bien qu'aucune donnée audio n'ait pu être captée, les services français avaient identifié les participants. Le nom du docteur Adama Zeta attira immédiatement l'attention. Dubois comprit rapidement. Traoré voulait exploiter une nappe phréatique ancestrale, similaire au projet chinois du désert de Gobi. Si ce projet aboutissait, la France perdrait non seulement le contrôle de l'eau, mais aussi une part stratégique de son influence dans la région. Une réunion d'urgence fut convoquée au ministère des Affaires étrangères français. Le ministre, le directeur du renseignement extérieur, le PDG d'Aqua Global et le conseiller Afrique y participèrent. Tous comprirent la gravité de la situation. Si le projet Ceinture Bleue se concrétisait, leurs intérêts économiques et stratégiques s'effondreraient. Le PDG d'Aqua Global proposa alors de réduire l'approvisionnement en eau, prétextant des problèmes techniques. Une manière d'aggraver la crise et de provoquer des émeutes. Le plan était clair, saboter le projet en alimentant les tensions internes, soutenir un soulèvement populaire, faire pression sur la communauté internationale et surtout cibler le docteur Zeta, dont les compétences techniques faisaient désormais de lui un obstacle majeur. Mais dans l'ombre, au cœur du Sahel, une résistance prenait forme, une idée simple mais puissante, que l'Afrique puisse enfin puiser son eau, sans demander la permission. 2 semaines s'étaient écoulées depuis les premières révélations sur le projet secret. À 300 km de Ouagadougou, dans une base militaire ultra sécurisée, le président Ibrahim Traoré et le docteur Zeta présentèrent le projet Ceinture Bleue à un groupe d'experts venus de 5 pays ouest-africains. Devant une immense carte du sous-sol saharien, Traoré prit la parole. Ce bassin aquifère ne connaît pas nos frontières. Il les traverse comme le faisaient jadis les fleuves. Il est donc logique que notre réponse dépasse aussi les limites nationales. Dans la salle, un ingénieur malien leva la main. Monsieur le Président, nos pays sont en grande difficulté économique. Comment pourrons-nous financer un projet d'une telle envergure? Traoré hocha la tête. Vous avez raison. Mais nous devons regarder au-delà des coûts initiaux. Aujourd'hui, nos nations déboursent près de 10 milliards de dollars par an pour acheter de l'eau à des entreprises occidentales. Ce projet peut s'autofinancer en 5 ans, tout en assurant notre autonomie. Le plan proposé reposait sur plusieurs phases. Chaque pays mènerait d'abord des études géologiques spécifiques, suivies par la constitution d'équipes techniques régionales. Pour le financement, des pistes alternatives étaient évoquées. Les BRICS, la Banque africaine de développement, ou encore des partenariats technologiques Sud-Sud. En fin de journée, le président burkinabé prit la parole solennellement. Ce que nous faisons aujourd'hui est historique. Nous posons les fondations d'une Afrique souveraine, maître de ses ressources vitales. L'eau,
c'est la vie. Et aujourd'hui, nous reprenons le contrôle de notre vie. Soudain, le chef du renseignement Sankura entra précipitamment, le visage grave. Monsieur le Président, la situation est critique. De violentes émeutes ont éclaté à Ouagadougou. Plusieurs foyers d'incendie sont signalés. Et la maison du docteur Zeta a été attaquée. Zeta blêmit. Ma famille? Ils sont en sécurité, le rassura Sankura. Nos agents sont intervenus à temps, mais la maison a été réduite en cendres. Le président comprit immédiatement, ces actes faisaient partie d'une stratégie de déstabilisation bien rodée. La réunion est terminée. Que chacun rentre dans son pays discrètement. Docteur Zeta, vous serez transféré dans notre base sécurisée près de la frontière malienne. Votre sécurité est désormais une priorité nationale. Depuis l'hélicoptère qui les ramenait vers la capitale, les flammes des bâtiments en feu illuminaient la nuit. Les rues de Ouagadougou étaient le théâtre de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Dans le centre de commandement du palais présidentiel, la tension était palpable. Le ministre de la Défense, Urago, annonça des nouvelles inquiétantes. 2 commandants de brigade ont fait défection. Des troupes du Nord marchent vers la capitale. Heureusement, la garnison de l'Ouest reste fidèle. « Et la garde présidentielle ?» demanda Traoré. « Elle est entièrement avec vous, Monsieur le Président. » Traoré observe une carte tactique, puis prit une décision risquée, mais nécessaire. « Je dois m'adresser à la nation. Préparer une diffusion en direct. » Sankura tenta de le dissuader. « C'est trop dangereux. Vous dévoilerez votre position. » Mais Traoré resta ferme. Il est temps que la vérité éclate. Le peuple mérite de savoir ce qui se trame dans l'ombre. 1 heure plus tard, il apparaissait à la télévision nationale, vêtu de son uniforme militaire. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, notre nation fait face à une épreuve cruciale. Une tentative de coup d'État, orchestrée et soutenue par des puissances étrangères, menace votre gouvernement légitime. Leur objectif? Prendre le contrôle de notre ressource la plus précieuse, l'eau. Il révéla alors l'existence du bassin souterrain saharien et du projet Ceinture bleue. Ce réservoir pourrait libérer notre pays et toute l'Afrique de l'Ouest du fléau de la soif. Voilà pourquoi ils veulent nous faire tomber. Voilà pourquoi ils sèment le chaos. Sur les réseaux sociaux, les réactions furent immédiates. Le mot dièse ceinture bleue devint viral. Le discours galvanisa les citoyens et sema le doute parmi les militaires impliqués dans le coup. Certains éléments de notre armée ont été manipulés, mais la majorité reste fidèle à la patrie. Je vous appelle, soldats burkinabés, à ne pas obéir à des ordres illégitimes. Ne tournez pas vos armes contre votre peuple. Défendez notre avenir, défendez notre eau. Son appel fut entendu. De nombreux soldats renoncèrent à avancer vers le palais. Certains déposèrent même leurs armes. À l'extérieur, une marée humaine s'était rassemblée, portant des pancartes « L'eau est à nous » et « Ceinture bleue, ni souveraineté ». Le pouvoir populaire était en marche. À l'aube, le coup d'État avait échoué. Les généraux putschistes Bamoro et Diop furent arrêtés. Le calme revint dans la capitale, et avec lui, un nouvel espoir. 3 mois plus tard, dans le désert du nord du Burkina Faso, une cérémonie grandiose marquait le début du forage du projet Ceinture bleue. Des délégations du Mali, du Niger, du Tchad et du Sagal étaient présentes. Le drapeau de chaque nation flottait au vent, symbolisant l'unité retrouvée. Sur une immense tribune, le président Traoré prit la parole. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'un forage que nous lançons, c'est une révolution silencieuse, une marche vers la liberté. Pendant trop longtemps, nos ressources ont été pillées. Notre eau, notre vie
était vendue comme une marchandise. À partir de ce jour, cela appartient au passé. Son homologue malien appuya ses propos. L'Afrique dit enfin non. Non à la dépendance, non à l'exploitation, oui à la souveraineté. La ceinture bleue est notre réponse à des décennies de domination. Le docteur Zeta, sous une ovation, expliqua les aspects techniques. Le forage atteindra 400 mètres de profondeur. Nous commencerons avec 3 puits pilotes. L'objectif, une distribution équitable, durable et contrôlée par nos propres institutions. Un nouveau chapitre s'ouvrait pour l'Afrique, celui d'une souveraineté hydraulique née de la résilience, de la coopération et d'une vision partagée. Pour atteindre le gigantesque bassin aquifère sous le Sahara, des pompes spéciales et des pipelines avaient été conçus. Le projet, baptisé Ceinture bleue, était prévu pour s'achever en 5 ans. Le président Ibrahim Traoré, dans un geste symbolique, enclencha la toute première foreuse. Une salve d'applaudissements s'éleva de la foule. Sur les visages, on pouvait lire un mélange d'espoir, de fierté et de soulagement. Après la cérémonie, le président Traoré et le docteur Zeta parcouraient le chantier de forage. Le soleil déclinait à l'horizon lorsque Traoré posa une question à son compagnon de lutte. « Que penses-tu, Zeta? Parviendrons-nous à réussir ?» Le scientifique sourit. « Techniquement, c'est faisable. Nous avons le soutien du peuple. Et surtout, nous ne sommes plus seuls. Toute la région est unie derrière ce projet. Mais l'Occident réagira durement, dit Traoré. C'est certain. Dès que l'eau coulera, ils chercheront à nous freiner. Nous devons être prêts, pas seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan politique. La lutte pour l'indépendance de l'Afrique n'a jamais été facile, répondit Traoré, mais cette fois, les cartes ont changé. Nous avons la connaissance, la technologie, et surtout, nous avons l'unité. 6 mois plus tard, la première étape du projet livrait ses fruits. À 412 mètres de profondeur, la foreuse atteignit enfin la nappe phréatique millénaire. Les premiers prélèvements d'eau furent analysés. Elle était parfaitement potable et ne nécessitait aucun traitement. Le docteur Zeta, les yeux brillants, expliqua que cette eau datait de plus de 10 000 ans, issue de l'ère glaciaire. Sa composition minérale était idéale pour la consommation humaine. Les premières pompes furent mises en service. Les quantités pompées étaient modestes au départ, le temps de tester l'ensemble du système. Pourtant, ces premières gouttes suffirent à alimenter plusieurs villages isolés. L'impact fut immédiat. L'accès à l'eau changea radicalement la vie quotidienne.